Bon, et c'était très bien parce que je travaillais, en même temps je faisais mes études. C'était une pratique remarquable parce que tous les jours, après la théorie, tu la pratiques la langue tous les jours. C'était très très bien, surtout que il y avait la possibilité avec pas seulement des Français, mais des francophones justement, voilà, comme ce festival aujourd'hui à travers l'Union soviétique de l'époque qui était l'Unie. Et les Français, ils aimaient beaucoup l'Asie centrale. C'est pour ça que j'y étais avec divers groupes, 4 ou 5 fois là-bas, dans divers pays, diverses villes de l'Ouzbékistan surtout. Il appréciait beaucoup. Bon, et après, je suis allé, c'était à la radio nationale russe. Et je travaillais à Moscou et ensuite j'étais envoyé comme correspondant de la radio, de la télévision en Algérie, c'est-à-dire pour couvrir toute l'activité en Algérie, c'est-à-dire en Afrique du Nord, c'est l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, et également l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique équatoriale, c'est toutes les anciennes colonies françaises qui étaient. Voilà. Et après mon retour à Moscou, je travaillais dans la télévision. Et puis en 1991, non 91, oui, j'étais envoyé aussi comme le correspondant, d'abord comme la radio, pour la radio et ensuite pour la télévision. C'est en France. Voilà, j'ai passé 6 ans à Paris couvrant toute l'activité de l'époque. C'est juste après la dislocation de l'Union soviétique, jusqu'en 1996. Bon, c'est pour ça que le thème de la presse francophone est un peu cher à moi, parce que partout dans ces pays existait bien sûr et existe toujours la presse francophone, et ça a attiré mon attention parce que c'était aussi une source d'information pour moi pendant mon travail. Les journaux locaux et ensuite la presse française, bien sûr, en premier lieu, qui est beaucoup plus riche que les autres. Bon, c'est pour ça que voilà, nous fêtons ces jours-là la francophonie, le festival de la francophonie, qui englobe actuellement à peu près dans l'Organisation internationale de la francophonie, qui réunit 60 pays où le français est une langue parlée, plus ou moins. Voilà, et ça englobe à peu près, d'après les statistiques de cette organisation, 320 millions de personnes dans le monde entier. Et si on prend le pourcentage par les continents, par les pays, c'est en Europe, bien sûr, il y en a beaucoup plus. C'est à peu près 47% de tout ce chiffre des francophones. Il se trouve en Europe et 42% en Afrique. Et si, disons, en Europe, le nombre des personnes maîtrisant français diminue un tout petit peu, mais quand même, c'est un processus inévitable, tandis que, disons, en Afrique, c'est le processus le contraire. Pourquoi? Parce que dans l'ex-colonie française, l'enseignement prend de plus en plus des enfants et les enseigne en français, pas en langue locale. C'est pour ça que le français est devenu seulement pas la langue d'intercommunication dans ces pays africains, mais aussi c'est la langue de l'enseignement. Voilà, c'est l'essentiel. Et ce qui est important aussi, si on commence dans l'histoire, c'est que la Russie était aussi un des premiers où le français, comme vous le savez, était assez répandu. Et surtout, c'était lié avec le rôle des rois de France, qui influençait l'Europe tout entière, y compris la Russie tsariste à l'époque. Et aussi, c'est la langue française, elle était la langue, comme nous le savons, la langue de la diplomatie universelle. Et même ce que je dis, ce que je peux prouver, même en Union soviétique, c'était la langue officielle aussi
pas officielle, disons, la langue de la diplomatie qui était plus répandue que l'anglais, parce que même les passeports, toutes les inscriptions, la transcription de noms dans les passeports, c'était jusqu'en 1980, 95, 85, 90, se faisait en transcription à la française, c'est-à-dire toutes les combinaisons des voyelles, tout ça, tandis que maintenant, tout est en anglais, comme vous le connaissez. C'est pour ça que le rôle du français dans la diplomatie, ça s'est diminué, ainsi que le rôle de la France dans la diplomatie mondiale, internationale aussi diminue également. Bon, si on commence par le commencement, c'est-à-dire la première gazette, le premier journal qui était paru en langue française en 1631, c'était la Gazette. Et la presse est devenue, disons, le porte-parole du pouvoir à l'époque. C'était à l'époque de Louis XIII. C'est le journal, la Gazette, qui était au service de la cour française. Bon, et depuis, voilà, c'est dans les 50 pays à peu près, le français est répandu en Europe et dans le monde. Et en Russie, comme j'ai déjà dit, c'était la langue de la noblesse à partir du XVIIIe siècle. C'est la grande Catherine, comme nous le savons. Elle correspondait très activement avec Diderot et Voltaire. C'est pour ça que ça a été très répandu. Et en Russie, il y avait des journaux qui étaient édités en français. C'est la Gazette de Saint-Pétersbourg. C'était la version française de l'organe officiel Saint-Pétersbourgski Ведомости, comme nous le savons. C'était en 1756-1759. Et c'est un journal qui était fondé à des fins de la propagande pendant la guerre de 7 ans. Également, il y avait d'autres revues et les journaux littéraires comme Caméléon littéraire, le Mercure de Russie, c'était 1786, le journal littéraire de Saint-Pétersbourg, 1798-1800. Mais le français en Russie, c'était aussi la langue de la noblesse, des aristocrates, des écrivains, des peintres, comme nous le savons. Alexandre Pouchkine, il maîtrisait parfaitement bien le français. Je n'ai pas vu ses vers en français, mais d'après le témoignage de ses contemporains, il connaissait parfaitement bien le français. Voilà, c'est que après la révolution de 1917 en Russie, ensuite en Union soviétique, le français n'était pas en vogue, mais il n'était pas répandu dans le pays, et presque inexistant. Et dans les kiosques journaux, à Moscou et dans d'autres grandes villes de l'Union soviétique, les premiers journaux en français sont apparus après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'était pas seulement de la presse française, mais aussi d'autres pays francophones, disons. C'était le Drapeau rouge, je me souviens, c'était l'organe central du Parti communiste belge qui était en vente chez nous. Mais la presse française était plus largement présentée, bien sûr. Surtout, c'était l'Humanité qu'on pouvait acheter dans plusieurs kiosques. C'est un des plus anciens journaux en France qui date de 1904. Ensuite, il y avait des journaux théoriques. Il y avait aussi la Libération du Parti communiste français. L'Avant-Garde, c'est le journal de la jeunesse communiste. Bien sûr, c'est du point de vue de l'idéologie communiste socialiste. C'est la presse de cette orientation qui était présente dans les kiosques en Union soviétique à l'époque.
Mais après voilà, dislocation de l'URSS, il y avait des journaux, disons, bourgeois qui étaient en vente aussi comme Le Monde, Le Figaro. Ils coûtaient très cher, voilà, mais il y en avait, et même la rédaction de l'information. Je travaillais à la chaîne NTV. On a été abonné à Paris Match aussi, en français, qu'on recevait régulièrement, parce que c'était très cher aussi, mais quand même la rédaction pouvait se permettre. C'est pour ça que le choix de la presse était beaucoup plus large. Voilà, mais maintenant, nous allons voir la situation avec la presse francophone un peu à l'ouest, c'est-à-dire là, aux confins de la République française. C'est que là-bas, c'est en premier lieu, c'est la Belgique qui est francophone. C'est à peu près 40% de la population est francophone. C'est pour ça qu'elle a besoin de la presse écrite et audiovisuelle qui existe en Belgique. Et encore, comme c'est un grand centre international, et il y a beaucoup de locuteurs francophones dans ce pays qui sont venus d'autres pays. C'est pour ça que c'est à part de 40% des nationaux belges, il y a 76% des francophones de locataires, voilà, qui vivent en Belgique. Parmi le journal C'est le Soir, Libre Belgique et les autres. Encore à côté, à l'est de la France, c'est la Suisse, comme nous savons, la confédération multinationale et multilangue. Et c'est un pays qui dispose du plus grand nombre de quotidiens par habitant. C'est-à-dire dans chaque commune, il y a son quotidien ou même plusieurs quotidiens qui sont édités là-bas. Mais il faut dire que Suisse, il y en a beaucoup plus de population qui s'exprime en allemand qu'en français. C'est pour ça que la proportion, c'est à peu près 30 ou 40% pour 60 ou 70%. Voilà. À côté aussi, c'est le Grand-Duché de Luxembourg, aussi multilingue et multinationale. La presse là-bas, c'est les langues, c'est le luxembourgeois, c'est un dialecte allemand. Ensuite, c'est l'allemand lui-même, le français, l'anglais et le portugais qui sont pratiqués au Grand-Duché de Luxembourg. Et le Monaco, tout petit, à côté de la France, mais bien sûr, c'est la France qui domine là-bas par sa presse. Voilà. Et maintenant, c'est un petit aperçu sur la presse en Afrique. J'ai mentionné ce que c'est à peu près un peu plus que de 40% de tous les francophones habitent l'Afrique, et surtout c'est l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne. Dans les langues des pays européens qui sont arrivés en Afrique en quête des richesses naturelles au XVIIIe et XIXe siècle, voilà, c'est l'anglais et le français qui dominent aussi. Il y a le néerlandais et le portugais, bien sûr, des colons qui s'implantaient sur le sol du continent africain. Voilà. Et en 1960, c'était l'année de l'Afrique. 17 pays d'Afrique, cette année-là, ont reçu l'indépendance, et 15 parmi c'était des colonies françaises, d'ex-colonies françaises. Il est évident que la presse existait là-bas avant leur libération, existait, mais c'était la presse des colons, des Français, qui ont vécu là-bas. Et c'est une presse, après l'indépendance, elle a changé d'orientation, de propriétaire et de contenu, bien sûr, dans cette presse-là. Mais le rôle de la presse dans les pays africains et surtout voilà, dans les pays francophones est très, très important parce que, disons, avant la période coloniale, bien sûr qu'à cette époque, il n'y avait pas de presse dans le continent-là. Et la presse française, en français, elle a joué le rôle d'intercommunication dans le pays. Toute l'administration était
en français. Et il faut prendre en considération, c'est que dans ces pays-là, il y a un nombre énorme des tribus qui parlent des langues tout à fait différentes. Voilà, je peux le constater. J'étais au Cameroun et ils sont 100 tribus, 100 langues qui existent dans ce pays. C'est pas grand, mais c'est-à-dire chaque village a sa langue. Et c'est pour ça comment, dans un seul pays, dans un pays uni, on peut faire la politique, faire le commerce, tout ça, fonctionner, tout l'appareil administratif. Voilà, il fallait une seule langue et la langue française est devenue telle qu'il est actuellement, voilà, depuis l'époque de colonisation. C'est pour ça que la langue l'importance du français dans ces pays est très très grande. Et comme j'ai noté déjà, c'est que voilà, au XXIe siècle, il y a la tendance d'augmentation de nombre des Africains de ces pays-là qui maîtrisent de mieux en mieux le français, parce que c'est l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur dans ces pays-là se fait en français comme la langue d'enseignement. Mais à côté, c'est-à-dire un peu plus au nord du Sahara, les situations avec la langue française dans ces pays du Maghreb est bien différente. Mais parce que c'est l'arabe qui était là-bas, c'est la langue officielle dans les pays du Maghreb, avec le berbère qui est maîtrisé par 40% des habitants du Maroc, 30% berbères parlent les Algériens et 10% en Mauritanie. Voilà, c'est pour ça que c'est un phénomène qu'on peut facilement expliquer. C'est que le français, avec la domination de l'arabe dans la vie courante de ces pays-là, ainsi que l'arabisation, disons, en Algérie où j'ai été, c'était des années 80, quand même le français était bien présent, même avant mon arrivée là-bas, on me racontait qu'après la libération, les autorités ont changé les inscriptions, les plateaux, les indications sur les autoroutes en arabe exclusivement. Et c'était la révolte des chauffeurs des longs courriers parce qu'ils ne comprenaient pas en arabe. Voilà, et il était obligé, les autorités, de faire à deux langues, c'est-à-dire en arabe et en français également, parce que autrement, c'était paralysé toute l'activité économique du pays. Voilà, c'est comme un exemple. Mais avec le temps, voilà, l'arabisation prend de plus en plus d'ampleur, et actuellement, la presse en langue française elle est moins répandue que la presse francophone qui était à l'égalité au début des années 1990. Voilà, maintenant, ça s'est diminué très, très vite. Et voilà, j'ai lu un journaliste un journaliste algérois qui a écrit « Il n'y a que avoir la prédominance flagrante de la langue arabe sur les réseaux sociaux en Algérie pour se rendre compte du recul de la langue française dans le pays. » Voilà, c'est parce que les jeunes, ils correspondent en arabe déjà et pas en français, comme c'était la coutume il y a quelques dizaines d'années. Et en Algérie, un peu particulier, c'est que, disons, voilà, même dans les années 90, les francophones, c'était plutôt des gens plus âgés. Tandis que la jeunesse, même dans ces années-là, parlait bien sûr le français, mais pas tellement bien, et avec le vocabulaire pas très riche. Tandis qu'à côté, en Tunisie, c'était vice-versa, c'est-à-dire les vieux parfois ne connaissaient pas le français, qui ont vécu pendant l'époque de colonialisme, et les jeunes, ils apprenaient le français à l'école, ils connaissaient bien, c'est pour ça que c'est différent. À l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, il y a des particularités avec le français, avec la presse également. Voilà, maintenant, c'est quelques mots sur le Nouveau Monde, où
Il y a quand même la presse francophone aussi, elle existait beaucoup plus largement au 19e, 20e siècle, mais ça s'est diminué, sauf, disons, c'est le Canada. Voilà, le pays en nord de l'Amérique dont la population 34 millions d'habitants et parmi lesquels 7,7 millions, ce sont des francophones, des Canadiens français. Ça fait à peu près 23% de toute la population canadienne. Et l'anglais et le canadien, c'est deux langues officielles, bien que dans le pays, il y a 200 langues parlées à la maison. C'est comme en Afrique, vous voyez, ce sont les tribus indiens qui peuplent toujours, bien sûr, ce sont les peuples autochtones. C'est pour ça que 200 langues, mais ils ne sont utilisés qu'à la maison et pas dans la vie officielle et économique et politique. Bon, et voilà, le Canadien français est ce qui représente 80% de la population de la province de Québec. Vous en avez entendu parler, je suppose. Et quand on parle de Québec, je me souviens, j'ai travaillé une fois avec un groupe québécois quand j'étais dans le tourisme. Des touristes qui sont venus, c'était une quinzaine de personnes, les membres de la même paroisse, avec le prêtre à la tête du groupe. Mais il était assez jeune. Mais leur français, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les Canadiens français. Il faut s'adapter à leur langue, leur prononciation. Voilà, ils mâchent les mots comme les Américains. Et il me fallait 2 jours pour s'adapter à commencer à comprendre. Il y avait même un exemple que je peux citer. Un cas, c'était dans l'hôtel Intouriste à Moscou. On était dans l'ascenseur, on descendait. Et à la descente dans le hall, un homme qui s'approche de moi. On se parlait pendant dans la cabine de l'ascenseur. C'est pour plusieurs personne. Et il me dit, comment vous le comprenez? C'était le français, voilà, qui n'avait pas l'habitude de comprendre les Québécois. Bon, et en ce qui concerne voilà, le Québec aussi, je me souviens, c'était une histoire, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'était pendant une des visites officielles du général de Gaulle quand il était président. Il s'est rendu en France et il était triomphalement reçus à Québec, bien sûr, parce que ce sont des francophones qui sont là-bas. Et il y avait toujours des meetings monstres où il a participé. Il aimait, comme on appelle en France, c'est la bain de foule. Voilà, et à la fin, il a jeté un slogan qui a provoqué presque diplomatique, une crise diplomatique entre la France et le Québec. Il a dit « Vive le Québec libre ». Voilà, c'est-à-dire, elle a appelé à l'indépendance du Québec du Canada même. Mais c'était vraiment un scandale, mais c'était un grand politicien, il pouvait se permettre. Bon, c'est en ce qui concerne le Canada. Ensuite, aux États-Unis, voilà, comme je dis, il n'y a que 1,6 million d'habitants qui maîtrisent le français. Ce sont des ressortissants, voilà, justement, du Canada, des francophones, et ensuite de l'Europe francophone. C'est la France, Belgique, Suisse et d'autres. Et au 19e, 20e siècle, il y avait quand même une centaine de titres de journaux qui étaient édités aux États-Unis, mais à la fin du 20e siècle, quand c'était le mouvement de l'américanisation de la vie aux États-Unis, c'est-à-dire en anglais seulement, voilà, le nombre des journaux de la presse a commencé à diminuer. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il ne reste qu'une quinzaine de titres. Surtout, voilà, ce sont des journaux édités par les ressortissants canadiens et de la République d'Haïti, qui est à côté. Voilà, et ensuite, c'est que... il y a encore aussi la périodique hebdomadaire France-Amérique qui est éditée aux États-Unis par le journal français Le Figaro. C'est le journal mensuel qui est devenu, voilà, qui se positionne comme le principal édition périodique en France, aux États-Unis de la France.
Et voilà, c'est que ça, c'est voilà, nous avons fait un tout petit tour dans le monde concernant la presse francophone. Et pour petite conclusion, avant de nous plonger dans la presse purement française, c'est les problèmes de la francophonie, de la presse de la francophonie, c'est que le premier point, c'est la numérisation, qui est un facteur clé, est un impact sur la presse dans le monde sans distinction de ses origines. Les médias en ligne ont un impact sur les magazines et les journaux imprimés avec un nombre croissant de personnes optant pour la lecture de nouvelles en ligne sur leur ordinateur, leur tablette et portable. Voilà, c'est le processus qui concerne bien sûr la presse francophone également. Et la presse francophone, elle est confrontée aussi à la concurrence avec la presse anglophone, qui domine par le nombre et par la puissance économique. C'est à l'échelon mondial, bien sûr. C'est pour ça que ça se joue contre la presse francophone dans le monde. Et pour la presse en papier, c'est la pénurie de papier, le coût de ce matière première. C'est pour ça que le nombre des éditions en papier diminuent d'année en année. Voilà. Et maintenant, en ce qui concerne la France, si on regarde comment ça a commencé, j'ai dit au début que c'est en 1631, la date de la fondation du premier journal politique, la Gazette. C'était Théophraste Renaudot qui l'a fondée. Et la Gazette était l'organe de presse au service du pouvoir, voilà, comme j'ai déjà dit, de la cour Louis XIII. C'était l'hebdomadaire dont le tirage ne dépassait pas 1200 exemplaires. Et le contenu du journal, c'est les décrets royaux et gouvernementaux de nouvelles de la cour. Voilà. Et on estime que la conception, l'apparition de ce journal, la Gazette, est la conception autoritaire de la presse qui s'est formée en France. Mais si on considère la Gazette comme le premier journal français, c'est avec le journal de Paris qui s'ouvre en 1777. C'est souvent l'ère de la presse d'information. Et 12 ans plus tard, comme nous le savons, c'était la grande révolution française qui a donné toute la liberté possible à la presse en France, qui prospérait. Et on peut dire que c'est la presse à ce moment-là, à Paris surtout, et en France en général, qui a fait aussi la révolution. Parce que les grands révolutionnaires de l'époque, comme Mirabeau, Desmoulins, Marat, ont commencé à éditer leurs propres journaux pour passer auprès de l'opinion publique leurs propres opinions, leurs idées, tout ça. Voilà. Jean-Paul Marat, qui était surnommé par l'ami du peuple, il a édité à ce temps-là son journal qui portait le même nom, Ami du peuple. Voilà, c'est pour influencer la population de ses idées. Dans cette période, ce que nous voyons, c'est le journalisme est alors un moyen d'influencer la politique tout au long du 19e siècle. Et la presse en France était fortement impliquée dans la vie politique, si on compare avec d'autres pays européens. Voilà, c'est la tradition française. Mais après les révolutions de 1799, 10 ans plus tard, c'est Napoléon Bonaparte qui prend le pouvoir, devenu le premier consul, et ce qu'il fait, il interdit presque tous les journaux à Paris. De 72 journaux, il interdit 59. Qui étaient édités à Paris. Et ceux qui restent, les journaux, ils sont soumis sous le contrôle de la censure préalable.
Voilà, c'était, il était défendu de fonder de nouveaux journaux à Paris et en Provence. Et en plus même, la Constitution de 1800, qui est la Constitution de Napoléon, elle n'a pas même mentionné la liberté de la presse. Et voilà, c'est-à-dire, pendant 15 ans au pouvoir de Napoléon, la presse n'était pas libre comme pendant la Grande Révolution française. Voilà, et sous Napoléon a été créé le système vertical de la gestion de la presse à partir du centre impérial. Mais il y avait un seul journal, le journal principal, et c'était le porte-parole de l'empereur, de son pouvoir, qui était devenu l'édition périodique qui s'appelle Moniteur. Voilà, et en 1807, Napoléon a ordonné à tous les journaux provinciaux l'interdiction de décrire les articles sur les problèmes politiques. Et en même temps, en 1807, en Russie, ils ont commencé à éditer le journal du Nord, comme on appelait. Et dans quel but? C'est intéressant, c'est pour contrecarrer l'économie de la propagande de Napoléon. Voilà, c'était aussi le journal en français édité en Russie, mais contre l'influence de Napoléon. Voilà, c'était 5 ans avant l'intervention de Napoléon en Russie. Et ensuite, lui-même, Napoléon a fermé tous les journaux parisiens, à l'exception de quatre moniteurs, le journal de l'Empire, journal de Paris et la Gazette de France. Napoléon a fait de la presse l'instrument efficace et redoutable de son pouvoir, et il a mis au service de son pouvoir, voilà, cet instrument. Les fameux 100 jours de Napoléon à Paris, comme nous le connaissons, après son évasion de l'exil, étaient marqués par l'octroi à la presse des libertés presque totales. C'est comme ça qu'il a voulu faire la presse son complice, faire de la presse son instrument aussi de la propagande et du pouvoir. Mais c'était trop tard parce qu'il n'a pas resté au pouvoir, comme nous savons, pas longtemps après ça. Voilà. Et les éditions périodiques en France, après Napoléon, augmentent constamment leur tirage et cherchent à compléter le contenu de leurs journaux de quelques nouveautés. Voilà, c'est intéressant aussi le moment nouveautés proposées aux lecteurs français. À titre d'exemple, je peux nommer un certain Émile Girardin. Il est connu en France, Émile Girardin, qui invente le nouveau genre journalier. C'était le journal Mode avec les romans feuilletons sur leur page. Il publiait la prose de Balzac, d'Alexandre Dumas, de Victor Hugo, de Théophile Gautier. On peut dire que presque chaque écrivain français du 19e siècle commençait à se faire connaître aux lecteurs par intermédiaire de la presse périodique. Voilà, comme ça. Encore, ce monsieur Émile Girardin a eu une idée géniale d'abonner à son nouveau journal Garde nationale, qu'il appelait le roi Philippe, Louis-Philippe, la reine, toute la cour et tous les ministres, et tous à leur insu, c'est-à-dire sans leurs accords. Et dans le premier numéro du journal, il a annoncé aux lecteurs cette nouvelle, ce que lui a permis d'augmenter le nombre d'abonnés, parce que la cour impériale était abonnée, c'est-à-dire qu'il fallait le faire pour les autres. Et au sommet de l'activité d'Émile Girardin, on peut aussi citer le premier journal qu'il a fait paraître, c'est La Presse, dont le premier numéro le vit le jour le 1er juillet 1936, avec le tirage immense de l'époque de 5000 exemplaires. Un mois après, le tirage a augmenté de 4 fois.
C'était supérieur. Et pourquoi? Voilà, c'est que aussi... Ah, et dans ce journal-là, voilà, la presse, c'est les rubriques politiques étaient tenues par Victor Hugo, quand même. Voilà. C'est-à-dire, c'était le journal de renommée. Et le succès de Émile Jardin a dû aussi qu'il a compris que l'annonceur, qui existait déjà, l'annonceur, lui achète dans le journal pas la place pour leur annonce, pour sa publicité, mais le nombre de lecteurs, c'est-à-dire le nombre de tirages. C'est pour ça qu'il a commencé à augmenter le nombre de tirages pour avoir plus de bénéfices. Voilà, c'était génial aussi. Et le même Émile Girardin aussi, il a participé activement à l'élaboration de la loi sur la presse qui a été adoptée le 29 juillet 1881 en France. Pour aboutir à ce résultat, voilà, une équipe des journalistes, des hommes de lettres, ont travaillé sur cette loi pendant 3 ans, y compris voilà Girardin, Monsieur Girardin. Et cette loi est devenue une des meilleures dans le monde à ce moment-là. Et le plus important, c'est qu'elle est toujours en vigueur en France, avec seulement quelques compléments. Et cette loi de 1881 a servi de modèle pour plusieurs pays, y compris la Russie, après la disparition de l'URSS aussi. Ensuite, c'est que, d'après les spécialistes de la presse française, cette loi a proclamé l'arrivée de siècle d'or dans l'histoire de la presse en France, et avec l'accroissement considérable des titres des périodiques et de leur tirage. Voilà, c'est que même à cette époque-là, c'était les nouveaux journaux qui existent toujours, c'est l'Humanité, le Petit Journal, le Matin, Écho de Paris, qui ont apparu, font leur naissance. Mais malgré cet essor du journalisme, le siècle d'or n'a pas épargné de quelques crises majeures, la plus grande desquelles était liée avec l'affaire très connue, l'affaire Dreyfus, si vous en avez entendu parler. C'était en 1884. C'est l'histoire de cette affaire suivie par toute la France et commence voilà, en 1884 quand le capitaine d'état-major français Alfred Dreyfus, qui était juif, avait été accusé sous faux prétexte dans l'espionnage au profit de la France. C'était à la veille, disons, de la Première Guerre mondiale. Au profit de l'Allemagne, pardon, au profit de l'Allemagne. Au cours du procès très médiatisé, il a été condamné aux travaux forcés et à perpétuité. Il est remarquable que pendant tout le procès, les journaux français ont pris le parti, presque tous les journaux français ont pris le parti de l'accusation. 2 ans plus tard, le colonel de l'état-major, de le même état-major, a trouvé les documents qui prouvaient l'innocence de l'accusé Dreyfus. Mais quelques tentatives de l'acquitter dans la cour n'ont pas donné des résultats. Il était toujours à la baigne. Alors, le colonel Picard, qui a trouvé ces documents, a eu l'idée de s'adresser au célèbre écrivain français Émile Zola. Zola a écrit la lettre ouverte pleine de passion et à laquelle il a donné le titre J'accuse, entre guillemets, j'accuse, la lettre au président de la République française, Félix Faure. Mais malgré la liberté de la presse par la loi de 1881, aucun journal parisien n'a pas eu le courage de publier sur ses pages cette lettre ouverte de l'écrivain, sauf tout petit journal L'Aurore, comme notre croisière Saint-Pétersbourg. Après avoir publié cette lettre qui est devenue célèbre comme simplement J'accuse,
voilà, la popularité du journal L'Aurore a grimpé. Un an après, Dreyfus a été gracié et plus tard réhabilité dans le pays. Pendant la Première Guerre mondiale, la presse, bien sûr, a été soumise à la censure. C'est pas grand-chose ici à raconter. Voilà, c'était limité. Seulement vers la fin de la guerre, ce sont des journaux de tranchées qui ont commencé à apparaître, c'est-à-dire écrits à la main ou tapés à la machine par les soldats même, par les officiers qui étaient dans les tranchées. Mais c'était une période juste vers la fin de la guerre. Voilà, mais il y a un phénomène qui est particulier à ce moment-là, c'était la presse illustrée française qui est apparue pendant la Première Guerre mondiale. C'était les journaux illustrés avec des photos, même avec des photos des fronts, des scènes de guerre, tout ça. C'était la première en France et dans le monde entier. Il y avait voilà, des journaux spécialisés comme Le Pays de France, Le Monde illustré, J'ai vu et les autres. Et maintenant, la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu particulier parce que il fallait 38 jours pour la France à résister aux envahisseurs allemands qui ont occupé plus que la moitié de la France et 2 tiers de territoire, et où la presse a cessé de paraître presque complètement, où les journaux qui sont devenus de la presse collaborationniste. Et une autre partie dans le sud de la France qui était sous contrôle du gouvernement de Vichy, du maréchal Pétain, qui a signé avec les Allemands l'armistice, et les conditions étaient véritablement capitulation comme capitulation de la France acceptée par Pétain. Les Allemands contribuaient à partir de 1940, quand la France était occupée, activement à la création de nouveaux journaux contrôlés par les collaborationnistes et qui étaient appelés à faire de la propagande nazie en France. C'est-à-dire, c'était une période très difficile parce que les Allemands comprenaient qu'il fallait agir, faire la guerre, pas seulement dans les tranchées avec des abus, mais aussi dans les cerveaux de la population. Et pour contrecarrer voilà, cette monopole du pouvoir des Allemands en France et des collaborationnistes, c'est la radio Londres qui est diffusée en France par BBC, et la radio en Brazzaville était la voix de la France libre de général de Gaulle. Voilà tout ce qu'il disait là-bas, pas seulement lui, mais ses collaborateurs ont copié à la main en écoutant en France. On faisait des tracts, des papiers distribués partout où c'était possible, avec des mentions très souvent à copier et à faire circuler. Et très souvent, il y avait des citations au-dessus, en tête: vivre dans la défaite, c'est mourir tous les jours. C'est une citation de Bonaparte, de Napoléon, ou bien de général de Gaulle. Notre seul but est de rendre la parole au peuple français. Mais je pense qu'on ne peut pas ignorer voilà, cette propagande nazie sur le sol français assez long, parce que dès 1941, quand l'Allemagne a déclaré la guerre à l'Union soviétique, voilà, il y a des volontaires français qui se font embaucher dans l'armée allemande. Je dis que ce sont des volontaires parce que partiellement, disons, des habitants de Lorraine et de l'Alsace, il était embauché par force parce que les Allemands croyaient que ce sont des Allemands, parce que ce sont des régions qui appartenaient à l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale. Oui, à la Première Guerre mondiale.
Et c'est pour ça que voilà des volontaires qui se battaient même en hiver, en automne et hiver de 1941 sous Moscou. Il y avait quelques centaines de milliers de Français qui étaient dans l'armée allemande, mais ils ne sont pas restés assez longtemps là-bas. Ils étaient envoyés en France pour se battre contre les maquis, les partisans en France. Mais par contre, il y avait, voilà, il y avait la division qui s'appelait Charlemagne, qui était fondée en 1944, au début de 1945. En France, voilà, c'était des volontaires, mais c'était la division Charlemagne, la division SS, c'est-à-dire ce sont les plus fidèles à Führer, à Hitler, qui était juste au dernier moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et il est à dire qu'il était au nombre de 7340 au début de la division, et ensuite il ne restait que 700 qui étaient appelés à la fin du mois d'avril, juste pour protéger le bunker de Hitler, c'est-à-dire les nazis allemands, ils sont partis, et les nazis français, ils ont pris leur place à Berlin, à côté du siège de Hitler. Mais il y avait à peu près une trentaine de nazis français qui étaient capturés par l'armée soviétique. Et ensuite, il était envoyé, après quelques années passées en Union soviétique, il était relâché et donné aux autorités françaises. Et d'après les chiffres, disons, voilà, c'est que 250 000 Français qui ont péri pendant la Deuxième Guerre mondiale, et 84 000, c'était des Français qui se battaient dès le début de la guerre contre les occupants nazis, et 20 000 à peu près qui ont péri dans le combat des partisans. C'était des partisans qui ont péri dans le combat contre les Allemands. Et ça fait à peu près un peu plus que 100 000 qui ont péri directement en se battant contre les nazis. Tandis qu'il reste 150 000, ce sont des Français qui étaient du côté allemand, qui se battaient dans le front de l'Est surtout. Voilà, ça c'est l'histoire, et c'est comme ça. C'est pour ça que la situation... Merci beaucoup. La situation avec la presse, vous comprenez bien qu'elle était en clandestinité, mais quand même elle existait en France. Et au début, en 1940, il y en avait que quelques dizaines de titres qui étaient édités, voilà, à la main ou à dactylo. Ensuite, elle était imprimée aussi. Et vers 1944, il y en avait déjà 200 000 exemplaires de tracts de presse, de journaux qui étaient diffusés en France, et avant la libération même. Voilà, ça c'est important. Et c'est que après, même avant la libération, et la question qui se posait, qu'est-ce qu'on doit faire avec les journaux compromis, c'est-à-dire qui collaboraient avec les nazis et dont l'influence, comme j'ai expliqué, était assez forte. Comme s'il y avait des volontaires, c'est-à-dire c'est aussi la propagande de la presse francophone française qui a donné le résultat. Et voilà, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces journaux compromis et qui étaient en collaboration avec le régime Vichy. Et un grand écrivain, le roi de prix Nobel, Albert Camus, comme vous le connaissez, qui écrivait pendant la guerre dans le journal Résistant Combat, il réclame à ce moment-là, même avant la fin de la guerre, que la justice doit parler, et la responsabilité de l'homme de plume, c'est-à-dire de journaliste, doit être rétablie. C'est pourquoi, après la guerre, après la libération, à peu près 700 journalistes
français qui étaient suspendus temporairement de leur activité, soupçonnés d'être collaborateurs du régime Vichy. Et après la guerre, on divise des journaux en 3 groupes. C'est le premier groupe, les journaux clandestins, c'est comme Combat, cité déjà, France Libre, les quotidiens interdits pendant la guerre, même l'Humanité interdit avant la guerre de 1940, et Le Figaro qui était aussi interdit. Et le nouveau titre qui est apparu juste après la libération, en mois d'avril de 1944, c'était Le Monde, le plus grand journal actuellement en France. Voilà, en 1946, après la guerre, il y a 28 quotidiens parisiens, mais surtout 175 titres régionaux, pour au total 15 millions de ventes à ce moment-là. Et voilà, c'est un aspect très important, c'est qu'on considère alors, à ce moment-là, après la guerre, que l'indépendance de l'information par rapport au milieu financier est nécessaire car ils sont considérés, ces milieux financiers, à juste titre comme responsables de trahison. Voilà ce qu'à ce sujet avait écrit Albert Camus dans le même journal Combat, le 31 août 1944, c'est une semaine après la libération de Paris, le 25 août. Voilà, il a écrit « Il n'a pas été difficile à cette presse de devenir ce qu'elle a été de 1940 à 1944, c'est-à-dire la honte du pays. » Voilà, il a caractérisé très très clairement la situation. Voilà, c'est pour ça que après la guerre, ce sont les nouvelles structures qui sont mises en place pour que la presse soit plus indépendante, mais ça n'a pas marché longtemps parce que quand même l'argent ne manquait pas et c'est le gouvernement, l'État qui aurait dû subventionner la presse. Et dans cette période-là, surtout après la guerre, c'était caractérisé par la polarisation politique de la presse en France. Par exemple, 27% de tous les journaux en France, c'était lié avec le Parti communiste. 21%, c'est du Parti socialiste. Et un peu, ce sont des journaux des sociodémocrates. Voilà, c'est la situation, la polarisation. Ensuite, au fur et à mesure, ça a changé, mais quand même, le début, après la guerre, était comme ça. Voilà, 4 décennies après, c'est-à-dire dans les années 1990, on devait constater que la presse quotidienne en France se trouvait aussi dans des situations difficiles après le grand choc économique de 1990-1991. Voilà, les médias ont souffert, c'est la chute des recettes publicitaires, c'est seulement la radio et la télévision qui se portaient mieux que la presse écrite. Et surtout que voilà, c'est la publicité n'était pas tellement intéressée par être publiée dans la presse écrite. Parmi les journaux qui sont disons en vogue en France, il y a une trentaine quotidiens nationaux actuellement, comme Le Monde, Le Figaro, l'Humanité, le Métro, Le Bien Public, etc. Encore, il y a des quotidiens régionaux qui sont au nombre de 22 titres et qui sont assez influents, comme le Dauphine, Nice Matin, La Liberté de l'Est, etc. Il y a aussi 14 périodiques. Ce sont Courrier International, Le Monde Diplomatique et les autres. Mais pour la télévision, vous connaissez, il y a une dizaine de chaînes publiques et privées. C'est France 2, France 3, c'est public, TF1 privé, Arte, M6, TV5, LCI, CNews, etc. Et il y a en France la redevance. Je ne sais pas si vous connaissez ce taxe qui est pris
de chaque poste de télévision. Voilà, c'est spécialité française aussi. C'est-à-dire, même parfois, il y a des équipes spéciales qui passent dans des appartements pour voir combien vous en avez des postes de télévision pour payer cet impôt. C'est l'impôt, c'est la taxe qu'il faut payer sur chaque année sur chaque poste de télévision. Voilà, c'est un peu anarchique, mais ça existe toujours. Si je ne me trompe pas, oui, Gabriel. Voilà, c'est que pour les titres, c'est Le Monde, comme j'ai déjà cité, domine, presque 500 000 exemplaires. Voilà, ensuite, c'est Le Figaro, 350, et le journal, le quotidien sportif très populaire, c'est L'Équipe, avec 215 000 exemplaires. Malgré tout, voilà, malgré tous ces chiffres, quand même, voilà, la presse actuellement, la presse écrite, et exige d'être financé par l'État, c'est-à-dire il y a des subventions directes et indirectes pour les journaux en France, mais aussi il y a, comme il y a des propriétaires des grands titres des journaux comme Le Monde, Le Figaro, le Parisien, c'est pour ça que ce sont les propriétaires qui aussi subventionnent et donnent de l'argent à ces presses. Le Parisien et les Échos, par exemple, c'est deux titres qui sont détenus par la première fortune dans le monde, c'est Bernard Arnault. Voilà, c'est... ensuite, le Figaro est détenu par la famille Dassault. C'est l'aviation Dassault qui produit les avions de chasse, tout ça. Et aussi exige chaque année 7,8 millions d'euros de subventions. Voilà, mais la grande majorité des journaux français trouvent leur audience principalement en ligne. Ça change. Le papier, c'est démodé déjà, ça coûte cher. Et c'est pas rentable. Voilà, mais à l'instar, Le Monde, par exemple, on peut citer, il avait en 2022 plus de 80% de son audience en ligne, c'est-à-dire pas en papier, mais en ligne. Mais il y a des journaux comme La Croix et Aujourd'hui qui font l'exception à cette tendance quasi générale en France, avec une audience principalement intéressée par le format papier. Voilà, mais il y a des exceptions dans les règles, comme nous voyons. Bon, donc pour s'informer de l'actualité, les Français se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux, mais la presse écrite, qu'elle soit en format papier ou digital, reste la première source d'information en France. La digitalisation de la presse est désormais actée et les Français s'informent de plus en plus sur l'Internet. Près de 60% des Français consultent les journaux et magazines en ligne, contribuant au chiffre d'affaires des magasins numériques et des journaux électroniques qui a atteint en total environ 520 millions d'euros en 2022. Voilà, j'ai cité l'exemple du journal Le Monde qui a plus de 80% de son audience en ligne. Eh bien, pour avoir l'accès aux articles de la version Internet du journal, il faut être préalablement abonné. Vous payez avant, puis vous lisez l'article en son intégralité. Autrement, vous lisez quelques lignes pour avoir l'idée et c'est tout. Voilà d'où vient le succès, le journal en format papier, même en ligne, gratuit, parce que quand même, pas beaucoup de gens qui sont intéressés à payer. C'est pour ça que ce qui est gratuit a plus de monde. Voilà, lectorat. Parmi les journaux les plus populaires en France, on trouve Le Monde, Le Figaro, L'Équipe, comme j'ai déjà cité. Parmi la presse régionale et locale, à l'instar, c'est Ouest France, quotidien régional le plus diffusé dans le pays. Voilà, mais en ce qui concerne la confiance dans les médias,
En France, cette confiance est relativement faible en France, avec seulement 30% des Français qui considèrent que les informations des médias sont fiables la plupart du temps. La France, dans ce domaine-là, fait figure de mauvais élève par rapport aux autres pays européens. En Finlande, par exemple, ce taux de confiance pour la presse est de 69%. Vous voyez, 69 et 30% en France. En 2023, d'après les statistiques, la télévision était le premier moyen d'information cité par les Français, alors que 52% des répondants déclaraient que être d'abord informé de l'actualité nationale ou internationale via Internet, et ensuite, d'après la tradition française, le journal de 20 heures, c'est TF1, France 2, qui regarde là-bas pour avoir plus d'informations supplémentaires à celles qu'ils ont reçues via l'Internet. Les réseaux sociaux sont devenus particulièrement attractifs pour la majorité des jeunes, et la manière dont les contenus sont présentés peut les intéresser davantage. En général, 41% des Français s'informent d'une manière ou d'une autre via les réseaux sociaux. Chez les jeunes, ce chiffre est déjà 62%. Voilà. Et comme j'ai mentionné déjà à l'époque de Napoléon, c'est que la presse en France est considérée comme la presse d'opinion. C'est une tradition, comme j'ai déjà dit, qui ne date pas d'hier, et beaucoup plus polarisée politiquement qu'en Belgique voisine, par exemple. Et si sociologiquement les journalistes français sont généralement issus des milieux aisés, le point le plus important de leur profit est leur est très net, et qu'ils sont très ancrés à gauche dans leur position politique. Voilà, c'est-à-dire ils sont, par rapport aux autres pays, 16 pays occidentaux, ils sont plus à gauche que dans d'autres pays européens voisins de la France. Encore une particularité française déjà mentionnée dans le domaine de la presse consiste dans l'appartenance de la plupart des journaux à des patrons de grands groupes industriels. Voilà. Et comme professeur de communication de collège universitaire de Londres, Mark Leeds, il a décrit ça. Les collisions ici sont assez claires, écrit-il, mais ça ne veut pas dire que les journalistes français prennent leurs ordres à l'Élysée. Mais il y a une ligne qui est donnée et les journalistes savent bien qu'il faut respecter cette ligne. Voilà, c'est comme ça, c'est-à-dire il ne faut pas s'écarter de cette voie tracée par la rédaction. Nous allons le voir un peu plus tard. Voilà, l'État français qui maîtrisait jusqu'alors l'information de manière implicite aux travaux de l'audiovisuel de service public se trouve désormais fortement concurrencé par les réseaux sociaux et la force des vidéos et des images qu'ils véhiculent. Voilà. Et concernant, voilà, c'est la presse. Je pense que l'essentiel, c'est que le futur, c'est pour la presse en ligne, et la presse en papier, elle va exister bien sûr quelque temps, parce qu'il y a encore ceux qui aiment toucher le journal palpiter que de lire sur l'écran de portable ou de son ordinateur. Voilà, c'est l'essentiel ça. Ensuite, c'est que je peux dire actualiser notre thème de la presse francophone, surtout la presse en France, c'est que actuellement, je ne sais pas si vous lisez la presse française, non? En ligne. Hein? Oui, voilà, vous êtes au courant, c'est que
la prédominance parmi les thèmes de la vie intérieure, bien sûr, c'est clair que c'est voilà, c'est la révolte des paysans, le dernier temps, et qui était en première ligne. Mais c'est l'opération militaire, la situation en Ukraine, bien sûr, qui domine l'opinion publique en France, pas seulement là, excusez-moi. Mais c'est que, voilà, je trouve que la presse, d'après les journalistes que je connaissais moi-même en France, c'est Laure Mondeville, Isabelle Lasserre, ensuite c'était Bernard Guetta. Voilà, ce que je trouve, c'est les journalistes qui travaillaient en Union soviétique. Non, c'était déjà la Russie, après la dislocation de l'Union soviétique. Ils ont les plus fervents, comment dirais-je, les plus fervents défenseurs de la ligne officielle française, c'est-à-dire leurs articles, leurs thèmes, leurs interventions télévisées, ils sont tous ancrés sur la culpabilité de la Russie. Voilà, sans se plonger dans les détails, sans trouver les données, sans trouver les confirmations, les motivations de toutes leurs affirmations. Et ça, c'est vraiment étonnant. Et je lis de temps en temps, voilà, ce qu'ils écrivent, pas disons, en intégralité, parce que je ne suis pas abonné au même journal Figaro, dont je citais. Mais, disons, les commentaires qui publie l'Humanité sur chaque article, si vous intéressez, parfois c'est très intéressant que l'article même, parce qu'on voit l'attitude et comment les lecteurs français, les commentateurs, ils jugent tel ou tel article. Et voilà, des articles des personnes mentionnées, des journalistes, mon ex-collègues, ils sont significatifs quand même parce qu'ils trouvent qu'ils ne disent pas vrai. Et c'est la vérité qui est très souvent absent dans, disons, dans les articles, dans les grands journaux en France. C'est comme Le Monde, Le Figaro, surtout Libération, qui est très à gauche. Et il donne des paroles aux personnes qui n'ont pas de valeur, disons, même chez nous. Par exemple, c'est Alain Barluet, le correspondant du Figaro à Moscou. À la veille des élections, il prend l'interview en quelqu'un, je ne sais pas où, c'était à Novosibirsk, si je ne me trompe pas, une personnalité inconnue, quelconque, qui dit que les élections seront truquées. Voilà, c'est avant les élections, une personne qui parle de l'opposition à Novosibirsk, que les élections seront truquées. Le Figaro d'aujourd'hui, si vous avez... J'ai parcouru un peu l'article qui est intitulé aussi avec les références sur les journaux d'opposition qui fonctionnent à l'étranger, pas en Russie, d'opposition russe, qui disent que à 150% les élections ont été falsifiées. Voilà, ça c'est, il n'y a pas de données, pas de preuves, aucune preuve comme ça. Et Le Monde, le Figaro publie avec en tête ça, je comprends pas. C'est pour ça qu'on voit clairement l'orientation, disons, russophobe de la presse française, pas francophone, je dis la presse française. Et contrairement à ça, si vous visionnez, disons, les chaînes à l'internet, ça c'est vraiment une chose tout à fait différente. Mais une fois, vous savez, c'est TV5, c'est aussi la chaîne de télévision destinée à l'étranger. Ils ont invité le général, j'ai marqué ça parce que ça m'a vraiment étonné,
C'était le colonel, pardon, le colonel Jacques Hogarth, qui, dans l'interview sur le plateau, a décrit la situation avec l'Ukraine, avec l'histoire que ça s'est commencé même au début du siècle, c'est-à-dire à partir de 2000 ans. Voilà comment la crise se développait, le rôle de la Russie, le rôle de l'OTAN, tout ça. Et c'est le colonel calmement, avec des données, des chiffres, tout ça, il expliquait. Et c'était la chaîne TV5. Et voilà, c'est les commentaires vous pouvez lire sur l'Internet. Ça, c'est vraiment significatif. Voilà, bravo TV5 pour avoir laissé entendre un discours différent. C'est la première fois que je regarde une émission aussi lucide, fine, sincère, objective, impartiale sur une chaîne du service public français. Voilà. En général, surtout vulgaire, support propagandiste de l'État. C'est la chaîne qu'il caractérise, ces commentateurs, comme vulgaire, support propagandiste de l'État. Espérons que ce véritable journaliste courageux qui questionnait ce colonel talentueux ne soit pas débarqué pour un coup de fil du ministère de la Culture. Voilà. L'invité du plateau. Voilà, j'ai l'impression, c'est un autre sur le même thème, j'ai l'impression d'être dans une dimension parallèle, tellement tout ce qui est dit fait l'objet d'une censure totale dans les médias traditionnels en France. Vous avez compris? Voilà, c'est la réaction des Français. Et comme aussi il y avait un invité sur le plateau, les grands malheurs de l'Occident, il a mesuré en 3 mois d'où ça vient, le malheur de l'Occident. C'est l'ignorance, l'oubli et le mépris. Voilà, il a trouvé 3 mots justes pour décrire cette situation avec la mentalité à l'Occident. Voilà, mais cela témoigne, comme on dit, de l'affaiblissement de la culture générale du nombre des responsables politiques à l'Occident. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Ah, encore, je ne sais pas si vous avez vu, c'était aussi c'était à YouTube que j'ai vu, mais c'était l'émission de BFM TV. C'est la chaîne très anti-russe. Mais ils ont invité, de temps en temps, ils invitent, c'est Alexandre Makagonov. C'est une personnalité inconnue, mais c'est un porte-parole qui est présenté de l'ambassade de Russie en France à Paris. C'est un conseiller quelconque de l'ambassade, mais qui maîtrise très bien français. On sent l'accent russe, mais il a un très riche vocabulaire, c'est-à-dire il s'exprime facilement et avec beaucoup de conviction. Et voilà, c'est juste après les élections, il était invité au studio de BFM TV. Il y avait 5 journalistes, une bande de 5, et lui seul. Et il était agressé par eux, je ne sais pas comment. C'était incroyable à voir. Et ce qui m'a étonné, je l'ai vu avant aussi pour d'autres interventions, c'est son calme interne. Vous savez, parce qu'à sa place, je me suis révolté. Mais lui, il était comme du béton. Il parlait avec des arguments justes. Et voilà, c'est la réaction. Bravo, M. Makagonov. Quel courage de devoir se justifier devant ce tribunal impopulaire. Un autre, calme olympique devant l'agressivité de ces journalistes véreux. Voilà, c'est aussi. 3e, respect pour le porte-parole de Russie. Il tient tête à 5 journalistes enragés et aveuglés par la propagande. Un seul Russe qui malmène 5 journalistes dans leur propre langue. Bravo. Ces journalistes sont insupportables et haineux. Les écouter plus de 2 minutes me ferait vomir. J'ai honte pour la France. J'espère que nos frères russes font la distinction entre les mensonges et la propagande de nos journalistes
et la véritable opinion des Français sur ces sujets. Voilà, je pense que c'est pour conclure, c'est une très bonne citation. Voilà, comme ça. Bon, si vous avez des questions à me poser, s'il vous plaît. Non? Je voulais déjà dire, je me suis trompé tout à l'heure. Quand? La redevance Non, j'entends pas. La redevance télé, elle n'existe plus depuis 2022. Ah, c'est un abonnement, abonnement? Non, j'ai dit la redevance télé. Ah, La redevance. taxe dont tu as parlé tout à Ah l'heure, oui, je mais me suis ça trompé existait quand parce que j'ai... je me souviens que ça existait. Voilà, mes amis qui étaient des Russes à Paris, qui ont vécu, ils n'avaient pas de poste de télévision, mais ils avaient l'ordinateur, bien sûr, qui était présent, et un autre truc, comment ça s'appelle, Pinel, comment j'ai oublié. Minitel? Minitel, Minitel. Voilà, et inspecteurs qui sont venus parce qu'ils ont vu de l'extérieur, dans les fenêtres, c'est les reflets de l'écran. Ils sont montés sur l'étage. Ils disent, pourquoi vous ne payez pas? On n'a pas de télévision, mais on a vu, regardez, ils n'ont pas trouvé de poste de télé, mais comme ça, voilà, le contrôle, c'était très sévère à l'époque. Voilà. Sinon, je voulais avoir un petit peu ton opinion par rapport à ces personnes que tu as connues, ces journalistes de l'époque soviétique, si j'ai bien compris, qui, selon toi, n'avaient pas une analyse objective. Et donc, je vois que la première émotion, c'est de l'étonnement. Et je voulais savoir pourquoi ça t'étonne. Mais tu sais, franchement, quand j'étais en France, j'ai remarqué aussi cette tendance, ça ne date pas d'hier. Voilà, cette attitude agressive, attitude mondaine, disons, de la presse française envers la Russie, avec les Russes. C'était à partir quand j'étais à partir de 1991, avec la dislocation de l'Union soviétique. On pensait que la France va ouvrir les bras. Non, pas du tout. Ce que j'ai lu dans les journaux français, ah, les Russes, les pauvres Russes affamés, ils vont envahir la France, Paris. Voilà, c'était la tonalité de leur article, de Moscou et d'autres pays, de Paris aussi. C'est vraiment ça, c'est dans les, comment dirais-je, c'est peut-être c'est commandé par le pouvoir, parce que là même, Laure Mondeville, que je connaissais bien, il veut rester, comme le correspondant au Figaro, être bien payé. C'est pour ça qu'il fait tout le temps des articles anti-russes complètement idiots, à mon avis. Voilà. Isabelle Lasserre, la même chose. Tu sais, si c'est pas dans le son, c'est peut-être commandé, parce que ils sont les voix de leur maître. Leur maître est à l'Élysée. C'est comme ça. Encore des questions? Oui, allez-y. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Et moi, j'aurais deux questions peut-être. D'abord, bon, déjà, est-ce qu'il faut distinguer la presse francophone et la presse française? Et donc, si oui, dans l'intérêt de qui la presse francophone, elle travaille, et financée par qui ou quoi? Et deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la, disons, presse de caricature, ce qui est un truc, une tradition très franco-française. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est une vraie presse, une véritable presse? Donc, voilà, juste une question sur la caricature. Concernant la presse française. Ouais, c'est ça. D'accord. En ce qui concerne la première question, vous savez, c'est que la presse francophone, c'est seulement, à mon avis, c'est la presse qui utilise la langue française. Mais dans chaque pays, cette presse a ses intérêts tout à fait particuliers. Disons, si on prend
le journal El Moudjahid en Algérie. C'est l'organe central du parti au pouvoir depuis l'indépendance. El Moudjahid, il était juste après l'indépendance en 1962 et jusqu'à maintenant, il est toujours en français. Mais il ne reflète pas les intérêts de la France et les intérêts de l'Algérie. Disons au Canada aussi, le journal de Montréal ou le journal de Québec, ils traitent leurs propres problèmes. Ils peuvent utiliser, disons, plutôt ça concerne la presse canadienne francophone, ils peuvent utiliser, disons, les dépêches de France Presse en français. Voilà, parce que c'est la même langue, il ne faut pas trop dire de l'anglais, tout ça. C'est en ce qui concerne la situation dans le monde et les événements internationaux. Mais pour le reste, c'est une presse nationale. Et la deuxième question, c'est concernant... attendez, vous dites caricature? Oui, exact. Ah, les caricatures, vous savez, c'est que je ne sais pas comment vous répondre à cette question, mais c'est comme ça, malheureusement, c'est-à-dire la presse. La vraie presse, il existe bien sûr en France, surtout que les problèmes internes français, ils sont traités d'une manière approfondie et plus ou moins objective. Ça, je ne peux pas dire plus exactement parce que je ne les maîtrise pas tellement, ces thèmes-là. Mais c'est normal que la vie interne, c'est plus présent, ça touche plus de monde. Comme disons aux États-Unis, qui ne s'intéressent que se passe dans leur ville, dans leurs États et pas dans le monde entier. Mais en France, c'est plus large, bien sûr, leurs intérêts pour le monde. Mais quand même, sa chemise est plus près, comme on dit chez nous. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'ils sont ici dans les questions internes, c'est-à-dire ils sont vrais, et justes et objectifs. Mais pour ce qui est de l'étranger, à l'étranger, c'est toujours... surtout que quand il y a un ennemi, voilà, il cherche à le battre. Mais pourquoi? Parce que il faut le faire dans les intérêts du pouvoir actuellement. Le pouvoir qui cherche, comme la situation à l'intérieur du pays laisse à désirer, c'est pour ça qu'elle cherche des ennemis ailleurs. Voilà, mais à part de Russie, il n'y a pas de meilleur ennemi pour eux. Voilà, c'est pour ça que c'est comme ça qu'ils travaillent et toutes, disons, toutes les sources, les moyens qui sont utilisés pour atteindre cet objectif. Mais ce que je trouve, c'est pas moi seulement, mais les Français aussi, c'est qu'ils ont de bonnes intentions, les autorités, la presse, mais le résultat est le contraire très souvent. Vous savez, ça c'est paradoxalement, c'est qu'ils voilà, ils cherchent à faire mépriser, disons, discréditer le Rassemblement national, mais ce qu'ils en font, ça donne des résultats inverses. La popularité du Rassemblement national avec son chef Jordan Bardella, ça augmente d'une semaine en semaine. Voilà, c'est le paradoxe. C'est comme ça. Mais cela veut dire c'est quoi? Cela veut dire que c'est la pauvreté intellectuelle du pouvoir. Voilà, qui ne pense pas avant. Si c'était Charles de Gaulle ou Jacques Chirac, c'était une autre chose. C'est pas comme maintenant. Ce sont des apprentis, ce ne sont pas des politiques, mais ils sont partout comme ça. Vous savez, c'est étonnant, vraiment. C'est dommage, mais il ne reste que constater ces faits-là. Je vous en prie encore, des questions? Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. J'aimerais savoir si vous avez quelques journalistes français que vous suivez sur une base quotidienne
pas des éditions, mais des personnalités qui font l'objet de votre intérêt particulier. Et pourquoi? Ah, d'accord. Mais en ce qui concerne la presse française, disons, pour les journalistes, oui, je peux le dire. C'est à YouTube, si vous regardez Sud Radio, vous ne connaissez pas? Je vous le conseille, Sud Radio. C'est la version voilà, en ligne à YouTube, Sud Radio Dormont. C'est leur titre, Parler vrai. Parlons vrai. Voilà. Et il y a le présentateur là-bas, c'est André Berkoff. Je ne pense pas qu'il a des racines russes, mais comme ça, André et Berkoff. Mais voilà, vraiment, il est de l'âge de retraite, comme ça, mais il mène des discussions, voilà, des invités à lui, c'est remarquable. Le contenu des discussions, les questions qui sont posées, c'est pas comme, disons, RTL, où il y a une présentatrice là-bas qui ne donne pas, qui pose des questions, mais ne laisse pas répondre aux questions. Voilà, ça c'est vraiment incorrect, ça, impoli. Mais voilà, c'est André Berkoff. Ensuite, c'est toujours sur YouTube, mais il a plusieurs plateformes qu'il participe. C'est Jacques Brou. Il n'est pas journaliste, mais il a écrit des livres sur la Russie, sur la guerre voilà, en Ukraine. C'est Jacques Brou. Il est l'ex-officier des services secrets de Suisse. Il est suisse, mais il parle parfaitement bien français. Il s'exprime toujours en français sur tous les thèmes, et surtout voilà, concernant la situation en Ukraine, Proche-Orient aussi. C'est comme ça. Qui est encore parmi les journalistes? Voilà, j'ai noté Berkoff parce que c'est un roman de journaliste. Aussi, je vous conseille, j'ai lu, mais c'est pas journaliste, c'est l'auteur de livres qui a fait beaucoup de bruit au début de cette année-là en France, parce que l'auteur a été invité partout, sur tous les plateaux, dans tous les journaux. C'est Emmanuel Todd. T-O-D-D, 2D. Emmanuel Todd, c'est un homme âgé aussi, mais il est une personnalité très intéressante. Il est politologue, paléontologue aussi. Et c'est lui qui, en 1977, si je ne me trompe pas, il a prédit la chute de l'Union soviétique. Il a écrit un livre où il a décrit pourquoi l'URSS va disparaître. Voilà. Et ça a eu lieu quelques dizaines d'années après. Et voilà. Maintenant, on a parlé partout sur toutes les chaînes sur son œuvre, dernière œuvre, livre, c'est La défaite de l'Occident. La défaite de l'Occident, c'est aussi parce qu'il est pas terrorisé, mais questionné partout. Mais il parlait de tout, voilà, de la Russie, de l'Ukraine, des États-Unis, des cadences américaines, tout ça, parce que c'est un homme avec des faits, tout ça, il explique très, très calmement, voilà, même en dépit des attaques féroces des journalistes contre lui, mais vraiment, c'est une personnalité digne d'être écoutée, voilà. Et qui encore, mais vraiment, parce que c'est un peu difficile, mais voilà, j'ai nommé les plus intéressants, ces personnes-là, qui sont dignes, mais surtout, voilà, Jacques Brou, André Berkoff, mais je vous conseille de regarder, voilà, c'est Sud Radio, c'est une bonne, ils ont des bons invités de qualité et des personnes à qui on a confiance. Pourquoi? Parce que je regarde toujours les commentaires, je vous le conseille de le faire aussi, parce que les commentaires, c'est mon opinion, mais il y a d'autres qui ont suivi cette intervention, et voilà ce qu'ils écrivent. Et les commentaires, je trouve, pour ces personnes-là, ils sont toujours positifs. C'est à 98% sont positifs. Voilà, c'est comme ça. Bon, encore des questions? Oui.
D'abord, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je vous en prie. La question, maintenant, il y a une forte tendance à ne pas croire à ce qu'il y a dans la presse. Vous avez dit que seulement À ne pas croire à qui? à ce qu'il y a dans la presse, Ah oui. aux informations. Seulement 30% de Français considèrent la presse comme une source fiable. Oui. Est-ce que ça existait avant l'époque d'Internet? Je pense que la confiance était plus grande, oui, ça c'est sûr. Mais et les journalistes étaient plus responsables qu'actuellement, vous savez. Ça c'est sûr. Parce que là, le niveau du journalisme, partout, je ne dis pas seulement de la France, mais c'est partout, ça s'est diminué énormément. Ça, c'est vraiment, c'est n'importe qui peut parler de n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment le niveau. C'est pour ça que avant, c'est sûr que la confiance était beaucoup plus grande et il y avait le contrôle. C'est que comme il y en avait seulement cette presse-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y avait la concurrence entre les journaux. Et il vérifiait l'information 2-3 fois. Je vous dis une chose, parce que je travaillais à la radio quand j'ai commencé après le tourisme, et j'étais dans les rédactions Mayak, et c'était l'année, je me rappelle plus quelle année c'était exactement, mais c'était la mort de Mao Zedong. C'est que l'agence TASS, qui était bien présent, toujours présent à Pékin, il a envoyé la dépêche à Moscou et nous l'avons reçu que Mao Zedong est mort. Mais on n'a pas donné ça parce qu'il fallait que d'autres agences confirment la même chose. Et après, ce que France Presse ou Reuters qui ont donné la même information, c'est que nous allons sortir sous le titre que c'est l'agence TASS qui est dans ce genre. C'est pour ça c'était beaucoup plus de responsabilité envers le contenu de ce qu'on donnait, vous savez. Voilà. Bon, il ne me reste que vous remercier dans ce cas si vous n'avez plus de questions. Vous souhaitez une bonne continuation du festival de francophonie. Voilà, et visiter d'autres intervenants, d'autres conférenciers dans les locaux de cette bibliothèque-là. Voilà. Merci.